Imaginez un peu, on est au 23e siècle. L'humanité entière explore la galaxie à bord de vaisseaux spatiaux gigantesques. Ça, c'est la promesse de Star Trek, une série qui débarque sur les écrans en 1966. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. La véritable frontière que cette série explorait, ce n'était pas vraiment l'espace, mais plutôt les turbulentes années 60. C'était, bien sûr, la devise officielle de l'Enterprise. Mais pour son créateur, Gene Roddenberry, le véritable inconnu, il ne se trouvait pas au fin fond de la galaxie. Non, il était juste ici, sur Terre, et il était bien plus dangereux à explorer. En fait, l'Enterprise était bien plus qu'un simple vaisseau spatial, c'était un véritable cheval de Troie. En apparence, une série de science-fiction, somme toute assez classique, mais en réalité, c'était une machine de guerre idéologique. Une machine conçue pour s'infiltrer dans les salons américains et y déposer des idées absolument explosives sur la guerre, le racisme, la société. Alors, qui était le cerveau derrière cette opération secrète? Pour bien comprendre, il faut remonter à la source, un ancien pilote de guerre et officier de police du nom de Gene Roddenberry. Le parcours de Roddenberry, c'est vraiment la clé de tout. D'abord pilote de bombardier, puis policier à Los Angeles, il a vu le meilleur, mais aussi le pire de l'humanité. Il était fasciné par la critique sociale qu'on trouve dans Les Voyages de Gulliver et par l'esthétique futuriste du film Planète interdite. Tout ça a forgé chez lui une conviction. La télé, ça pouvait être bien plus qu'un simple divertissement. Ça devait porter un message. Et puis, il y a eu le déclic. Avec sa série The Lieutenant, il écrit un épisode très audacieux sur le racisme dans l'armée. La réaction de la chaîne NBC et du Pentagone, une censure totale. La leçon a été brutale, mais très claire. Pour pouvoir critiquer le présent, il fallait le déguiser en futur. La science-fiction, c'est devenu son seul refuge. Bon, mais comment vendre une série de science-fiction aussi intello à des dirigeants de chaînes qui ne jurent que par les westerns? Eh bien, avec un coup de génie marketing. Roddenberry a tout simplement décrit son projet comme un « wagon train vers les étoiles ». Et d'un seul coup, l'inconnu de l'espace devenait familier. L'exploration de la galaxie, c'était la nouvelle conquête de l'Ouest. Ils parlaient leur langage, et ça a marché. Le projet a le feu vert. On pourrait penser que le plus dur est fait, mais en réalité, le combat ne fait que commencer. La vision de Roddenberry va maintenant affronter son plus grand ennemi, les dirigeants de la chaîne eux-mêmes. NBC commande donc un premier épisode, le fameux pilote The Cage. La réaction des grands pontes, ils le trouvent trop intelligent, trop subversif. Bref, pour faire simple, ils détestent. Et les changements qu'ils exigent sont entrés dans la légende. L'ironie est assez incroyable aujourd'hui. Absolument tout ce qui a rendu Star Trek légendaire, NBC voulait le jeter à la poubelle. Spock, trop satanique. Une femme commandant en second, pas crédible. La série, trop cérébrale. Eux, ils voulaient juste des monstres et des pistolets laser. Roddenberry se retrouve donc face à un choix impossible. Sacrifier son personnage féminin super fort ou son extraterrestre aux oreilles pointues. Il choisit de sauver Spock. Mais attention, c'est un coup de maître. Il ne se contente pas de supprimer numéro 1. Il transfuse son essence, sa logique, son calme imperturbable, directement dans le personnage de Spock. Et voilà, le Vulcain que l'on connaît tous est né. Avec l'arrivée d'un nouveau capitaine, le très fringant James T. Kirk, joué par William Shatner, et l'ajout du Dr McCoy, le médecin un peu bougon mais au grand cœur, la pièce maîtresse est en place. L'action, c'est Kirk. La logique, c'est Spock. Et l'humanité, c'est McCoy. Ce trio iconique devient le vrai moteur de la série. Maintenant que son équipage est au complet, Star Trek peut enfin démarrer sa véritable mission, tendre un miroir à une décennie de bouleversements sociaux et politiques sans précédent. Pour bien saisir le choc qu'a représenté Star Trek, il faut vraiment se remettre dans le contexte des années 60. Le monde est au bord de la guerre nucléaire, il est déchiré par la guerre du Vietnam, la ségrégation raciale, et au milieu de tout ce chaos, une série télé ose montrer un futur où l'humanité a non seulement survécu, mais où elle prospère, tous ensemble. Et cette utopie, elle n'est pas juste un concept abstrait. Non, elle est incarnée, là, sur la passerelle de l'Enterprise. Aux commandes, un pilote américano-japonais. Aux communications, une femme africaine. Et même, au plus fort de la guerre froide, un navigateur russe. Chaque personnage était une déclaration politique, un message d'espoir qui disait « Oui, nos divisions peuvent être surmontées ». Le personnage de Uhura était si fondamental que lorsque l'actrice Nichelle Nichols a voulu quitter la série, une personne très inattendue l'en a dissuadée, Martin Luther King Jr. en personne. Il lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de partir parce qu'elle était la seule à montrer aux enfants noirs un avenir où non seulement ils étaient égaux, mais où ils exploraient les étoiles. Évidemment, elle est restée. Bon, la subtilité n'était pas toujours au rendez-vous. Prenez l'épisode « Les Descendants ».
Deux peuples se vouent une haine mortelle. Leur différence? L'un a le côté droit du visage noir et le gauche blanc, et pour l'autre, c'est l'inverse. C'était une métaphore à peine voilée, mais d'une efficacité redoutable pour montrer toute l'absurdité du racisme. Et la liste est longue. La série a utilisé des planètes lointaines pour parler de la guerre du Vietnam, des pouvoirs psychiques pour traiter du conflit des générations, et a brisé l'un des plus grands tabous de l'époque avec le tout premier baiser interracial de l'histoire de la télé américaine. Malgré son audace, malgré son impact, la série a été annulée prématurément. Mais c'est précisément là que commence sa seconde vie. Une vie encore plus surprenante que la première. On entend souvent dire que Star Trek a été annulé à cause de mauvaises audiences. Alors mettons les choses au clair, c'est faux, c'est un mythe. Comme le montrent les chiffres, la série était un succès et se classait régulièrement en tête de sa case horaire. Alors pourquoi l'avoir sabordée? La vérité, c'est une sorte de mort à petit feu. D'abord, NBC, qui en avait marre des batailles constantes avec Roddenberry, a déplacé la série dans une case horaire mortelle. Ensuite, ils ont coupé le budget de façon drastique, ce qui a affecté la qualité. Et finalement, des scénaristes clés ont quitté le navire. L'Enterprise a été coulée, mais de l'intérieur. 79, c'est le nombre d'épisodes produits, c'est tout. Mais la mort de la série a en fait été sa renaissance. Une fois vendue en rediffusion sur les chaînes locales, elle a trouvé un public immense, bien plus grand que lors de sa diffusion originale. L'annulation n'était pas une fin, c'était la naissance du phénomène culturel Star Trek. Et quel héritage! Des téléphones portables inspirés des communicateurs, des tablettes qui ressemblent au PDD, des générations entières de scientifiques et d'astronautes qui ont trouvé leur vocation en regardant la série. La NASA a même baptisé une de ses navettes spatiales Enterprise après une campagne massive des fans. L'impact de Star Trek sur notre monde est bien réel et il est incalculable. Au final, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Quel est le message fondamental de Star Trek? La réponse, elle se trouve peut-être dans l'équilibre parfait de son trio de personnages. Kirk, qui représente l'action et le courage, Spock, qui incarne la logique et la raison, et McCoy, l'émotion et la compassion. Et c'est là le message ultime de Star Trek. L'humanité n'est pas une seule chose. Pour avancer, on a besoin du courage de Kirk, de la raison de Spock et du cœur de McCoy. C'est cette synthèse qui nous rend complets. C'est un message d'optimisme radical encapsulé dans un simple geste de la main. Une invitation, pas seulement à vivre longtemps, mais à prospérer, ensemble.